Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans le rendez-vous de New World Soir. Chaque jour, nous passons en revue les sujets d'actualité et le décryptage. Pour débuter, nous parlons ce soir de la Tunisie avec le premier procès devant la justice transitionnelle 7 ans après la révolution tunisienne. Nous en parlons avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Je le disais, le premier procès instruit par l'instance chargée de rendre justice aux victimes de la dictature en Tunisie s'est ouvert mardi à Agabès, dans le sud du pays, en présence de proches et militants réclamant la fin de l'impunité. 7 ans et demi après la révolution, 14 responsables, dont l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali et son ministre de l'Intérieur Abdallah Khalel, sont poursuivis pour la disparition forcée et la mort de Kamel Matmati, un islamiste membre du mouvement Ennahda, arrêté le 7 octobre 91 à Agabès. Mamadou Diouf, est-ce qu'on peut dire qu'on est entré dans les choses sérieuses avec l'instance Vérité et Dignité? Oui, on peut dire qu'on est rentré dans les choses sérieuses puisque après toute la discussion sur quelle est l'utilité de l'instance, le travail qui se faisait trop lentement, on n'avait pas encore vu de résultat. Voilà un premier résultat, avec un procès qui est intenté pour des faits de torture qui ont abouti à la mort de Kamal. Et sa famille est là. Quand on regarde les témoignages en particulier de son épouse, elle dit qu'eux, pendant longtemps, ils pensaient que la personne a disparu. Parce que même après l'avoir tué, on ne leur a pas remis le corps. Donc ils se mettaient à faire le tour du pays à la recherche de quelqu'un qui était déjà décédé. Sa maman également a fait un témoignage terrible. Elle dit qu'elle ne veut qu'une seule chose aujourd'hui, c'est qu'on lui dise où on a enterré son fils pour qu'elle aille prier pour son fils. Ce qui veut dire qu'effectivement, il s'est passé des choses inadmissibles dans ce pays-là pendant un certain nombre d'années. Et il y a lieu, effectivement, de finir avec ces questions pour que, autant les bourreaux que les victimes, que chacun sache quoi faire à partir de ce moment-là. Est-ce que le procès qui s'ouvre est un procès juste pour l'exemple? Je crois que ça sert à deux choses. Un procès pour l'exemple, parce que quand on regarde les rapports de Human Rights Watch et autres depuis fort longtemps, la pratique de la torture, elle est pratiquement quotidienne en Tunisie depuis fort longtemps. Même parmi les policiers qui sont présents dans ce procès et qui sont accusés, bon, l'un dit clairement qu'on a tapé, c'était pas trop fort. C'est-à-dire, à la limite, il ne se rend pas compte qu'on ne frappe pas quelqu'un à la police. La police n'a le droit de frapper personne. La police, son travail, c'est de faire une enquête, c'est de trouver des éléments, de déposer au niveau du tribunal. C'est au tribunal qu'on va déterminer la culpabilité ou la non-culpabilité d'une personne. Mais tu vois quelqu'un qui est tellement habitué, qui considère que frapper est normal et qui va jusqu'à considérer que c'était pas trop méchant, alors que mort s'en est suivi. Donc, ça veut dire que de ce côté-là, il faut donner une leçon à un certain nombre de personnes. D'un autre côté, il faut amener les gens à voir la gravité d'une chose et faire en sorte que ça s'arrête une bonne fois pour toutes. Parce que quand on regarde le cas de la Tunisie de 1955 jusqu'à aujourd'hui, combien de personnes ont été torturées, combien de personnes sont mortes sous ces tortures, je ne suis même pas sûr que l'instance Vérité et Dignité sera capable de restituer les faits exactement. Alors, ce procès, est-ce aussi une manière pour l'instance Vérité et Dignité, après la période des grandes critiques qu'on a eues, de montrer que nous sommes maintenant au travail véritablement? En fait, ils sont au travail depuis longtemps quand même. Quand on regarde, parce que l'instance a un site internet où ce qui était possible de rendre public comme information, ils l'ont souvent rendu public. Quand on les a critiqués, ils ont également répondu. Donc, l'instance a quand même travaillé parce que sur les 60 000 cas qui leur ont été présentés, les 40 000 pratiquement ont déjà été traités. Et ceux qui traînent, c'est vrai qu'il y a une part de responsabilité de l'instance avec ses problèmes internes, mais une bonne partie des cas qui traînent sont liés au fait qu'il y a un démembrement de l'État qui est concerné et qui refuse de répondre par rapport à ce que l'instance leur demande. Donc, il est clair qu'un premier procès montre que voilà quelque chose qui a été traité par l'instance et qui a abouti à ce que le tribunal soit là. Et les gens s'attendent à un très grand nombre certainement de procès, puisque l'État tunisien a créé 13 juridictions spéciales pour s'occuper de ça, ce qui veut dire qu'on n'est qu'au début
mais on risque d'avoir un très grand nombre de procès à cause des dossiers qui ont été traités. Alors, ça paraît quand même bizarre quand on observe un peu ce qu'il y a eu dans d'autres pays comme justice transitionnelle. On n'a pas de ces procès fleuves. On a des gens qui viennent devant la commission, qui témoignent, qui demandent pardon s'ils reconnaissent les faits et on oublie. Mais là, on est dans une phase de procès comme si on était dans la justice classique. Oui, c'est qu'il y a deux choses dedans. La première chose, il y a certains sur qui l'instance vérité et dignité a fait des enquêtes. L'instance détient des preuves irréfutables de la culpabilité de la personne, mais la personne continue à dire « je ne suis pas coupable ». Donc tous ces dossiers vont être versés au niveau de la justice. Il y a un autre débat qui s'était posé au moment où on mettait en place l'instance vérité et dignité, qui est revenu même au moment du procès le mardi. Il y a à peu près une centaine de personnes qui étaient devant le tribunal et qui manifestaient, qui disaient non à l'impunité. Quand on a mis en place l'instance, une partie des populations n'était pas d'accord avec le principe de la justice transitionnelle. Une partie de la population trouvait que c'était trop facile que des gens fassent des crimes à caractère économique ou bien qu'ils aient eu à faire des meurtres et que par la suite qu'on vienne devant une instance, qu'on reconnaisse ses fautes, qu'on explique pour qu'on sache comment les choses s'étaient passées et qu'on s'en tire aussi simplement. Donc ici, effectivement, il était prévu que pour certains cas, les cas de viol, les cas de crime, etc., l'instance n'allait pas régler le problème, mais l'instance allait transmettre les dossiers au niveau du tribunal. Ce qui fait effectivement une différence avec l'essentiel des instances qui font plutôt dans le sens de la réconciliation. Quand la personne reconnaît ses fautes, on essaye de voir comment plutôt éponger que d'aller vers le tribunal. Sommes-nous quand même dans le cas des procès qui s'ouvrent dans une sorte de symbolique de procès parce que Zine El Abidine Ben Ali, il n'est pas là, son ministre de l'Intérieur n'est pas là, mais on tient un procès quand même. Oui, c'est important que le procès se tienne. C'est important que Zine El Abidine soit là. Malheureusement, il est exilé en Arabie Saoudite. Il ne faut pas oublier qu'il avait déjà été d'ailleurs jugé par contumace parce qu'il n'était pas également présent pendant qu'il était jugé. Mais ici, c'est important qu'on le cite parce que l'instance vérité et dignité a montré que le président de la République ne pouvait pas dire qu'il n'était pas informé. Parce que leurs investigations leur ont permis de retrouver des rapports montrant que le ministre, le président, les gens étaient parfaitement au courant des tortures qui étaient faites au niveau des commissariats de police et autres. Ce qui veut dire que leur responsabilité est totalement engagée. Le procès a son intérêt également pour que les forces de l'ordre, qu'ils soient policiers, gendarmes, militaires, etc., que les gens comprennent que même quand on t'a donné des ordres et que tu as torturé quelqu'un, en droit, tu as une responsabilité et tu vas répondre de cette responsabilité, même si celui qui t'a donné l'ordre n'est pas là. Je crois que pour ces deux éléments, ça peut servir de leçon pour la Tunisie, mais ça pourrait servir de leçon également pour d'autres pays. Dans des cas pareils, est-ce que la Tunisie a pris les dispositions pour d'éventuelles extraditions? Extradition, oui, mais ils n'auront pas certainement gain de cause parce que je ne vois pas l'Arabie Saoudite en train d'extrader l'ancien président tunisien alors que c'est lui à la limite qui était le chapeau. Si ce n'est pas lui, une bonne partie des membres des forces de l'ordre et de défense étaient déjà au niveau du pays et les populations elles-mêmes au départ avaient posé ce problème. Il ne faut pas qu'on laisse les gens partir puisqu'on savait qui avait fait quoi, même si on n'avait pas tous les détails. Je ne crois pas que la Tunisie elle-même va se fatiguer à vouloir extrader tous les Tunisiens qui ont réussi à s'enfuir parce que généralement la personne qui s'enfuit regarde bien dans quel pays il va se réfugier pour éviter que s'il y a une procédure, qu'il soit ramené dans son pays. Alors, pour l'ouverture de ce procès, on a quand même noté une salle assez comble. Est-ce qu'on a un procès passionnant là? Mais bien sûr, le procès va être passionnant pour plusieurs raisons. Vous avez des gens qui sont directement concernés. Pour le cas de Kamal, toute sa famille est là. Et son épouse a dit qu'il n'est plus là, c'est vrai, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent même pas comment il a été tué. Donc pour elle, qu'on soit là à dire c'est comment, c'est déjà une chose. Pour les autres Tunisiens, c'est une curiosité de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ces prisons, puisque les organisations des droits de l'homme l'ont longtemps dénoncé. D'ailleurs, l'ancien président tunisien, Moussef Marzouki, en a payé les prix, puisque lui aussi, il a été d'abord un défenseur des droits de l'homme. Il a pendant longtemps dénoncé ce qui se passait dans les prisons tunisiennes, mais on s'en est tout le temps pris à lui à cause de ce qu'il disait, en disant que ce n'était pas vrai.
Donc ça permet également aux Tunisiens de mettre le doigt sur ce qui a été dit pendant des années et qui a tout le temps été renié par l'État tunisien et de comprendre qu'est-ce qui se passait exactement dans les lieux où on détenait des Tunisiens et on les torturait. Vu la manière dont c'est organisé, certaines personnes étant absentes, est-ce que ces procès permettront de savoir la vérité? Oui, je crois que un des objectifs de l'instance avec son V, c'est cette vérité-là. Les Tunisiens demandent la vérité sur ce qui s'est passé sous le régime de Ben Ali, sous le régime de Bourguiba. Donc si on passe à côté de la vérité, l'instance aurait échoué, mais le tribunal également aura échoué, puisque son nom indique clairement qu'un des objectifs, c'est de dire la vérité. L'autre objectif, c'est de rendre aux gens leur dignité. On le voit avec ce que dit la maman de Kamal. Elle demande à savoir où son enfant a été enterré. Parce qu'elle se pose la question, est-ce que l'enfant a été enterré dignement? Dans quelles conditions il a été enterré? Est-ce que même il a été enterré? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas dit aux gens c'est où. Ici, il y a cet aspect dignité qui est là, que les gens réclament, qu'on rende aux gens leur dignité. Ceux qui sont des victimes, qui ne sont pas décédés et qui sont là avec des séquelles, qu'ils puissent être dédommagés, mais que les victimes également, les familles de ceux qui sont décédés, qu'on leur dise au moins la vérité, qu'on reconnaisse le tort et humblement qu'on leur demande de pardonner s'ils sont en mesure de pardonner. Pour le cas présent, le procès concerne la torture et le meurtre de Kamal Matmati. Il était quelqu'un de très gênant à l'époque. Il était très gênant. En fait, c'était même pas très gênant. Une chose s'est passée en Tunisie pendant longtemps. Être un islamiste était simplement un délit. De sorte que par moment, il est arrivé que dans les prisons tunisiennes, qu'il y ait 30 000 détenus qui sont des islamistes. Et quand je dis islamiste, c'est qu'on ne cherche pas quelqu'un qui est barbu, qui porte un bonnet. Non, c'était des médecins. Kamal, par exemple, son co-détenu était un médecin. Il a témoigné au niveau du tribunal parce qu'on a frappé Kamal devant lui. C'est lui-même qui a dit aux policiers, arrêtez de frapper, il est mort. Parce que même pendant qu'il était mort, ils étaient en train de continuer à frapper en lui disant que non, il fait semblant. C'est lui qui leur a dit non, il est déjà mort. Donc, quand on dit islamiste ici, qu'on ne pense pas à ce que l'on voit aujourd'hui, il n'y avait ni Boko Haram, ni État islamique à l'époque. C'est des gens qui font partie de ce parti Ennahda, qui s'appelait d'abord le mouvement de la tendance islamique, qui n'était pas d'accord avec un pouvoir qui était un pouvoir oppresseur, qui soutenait les populations tunisiennes et qui dérangeait parce que c'est eux qui dénonçaient les abus. C'était la seule véritable opposition au niveau de ce pays. Et l'État ne supportait pas de voir ces gens-là faire de l'opposition, de sorte que à chaque fois que l'occasion se présentait, on en attrapait, on mettait en prison, on torturait, sans pour autant que ce soit quelqu'un même qui gênait de façon extraordinaire. On va aller quand même à des peines de prison, des peines normales ou bien des peines aménagées. Puisque c'est une instance vérité, dignité, et l'esprit, c'est la justice transitionnelle, je me dis qu'il y aura certainement des peines pour l'exemple. On a déjà vu un cas qui était un crime économique, pas un crime de sang quand même, où quand ils ont traité le dossier au niveau de l'instance, bon, quand ils sont allés au tribunal, la peine était assortie de sursis. Je me dis que c'est peut-être dans ce sens que les gens vont aller, puisque quand on parle de justice transitionnelle, c'est également ça. On veut sortir d'une étape, passer à une autre étape. S'il faut le faire en emprisonnant avec 60 000 cas, s'il faut emprisonner 60 000 personnes, est-ce que même les prisons tunisiennes ont de la place pour emprisonner tous ces gens? Certainement, les peines pour ceux qui n'ont pas commis des crimes vont être des peines symboliques. Et peut-être même pour ceux qui ont commis des crimes, la peine ne sera pas la peine maximale. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Nous marquons maintenant la pause et après, nous recevons l'invité de ce soir.